pour Pricelab. Bonjour tout le monde. Donc, c'est la première sur les 4 jours où on m'applaudit avant de commencer la présentation. J'aime beaucoup. Vous pouvez recommencer. Alors, moi, c'est Marie. Je travaille pour l'équipe francophone de Pricelab et aujourd'hui, on va parler tarification dynamique, le revenu management. On va essayer de rendre cette boîte noire un petit peu plus transparente et facile à comprendre. Et je vais également vous présenter quelques données sur le marché de Perpignan. Je sais que j'ai eu le cas de beaucoup de personnes qui prennent les photos de la présentation. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par mail derrière. Ce sera peut-être plus facile et plus visible si vous avez besoin de réexploiter ces données-là. Donc, Pricelab, qui en est? Avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font déjà de la tarification dynamique? Mais c'est incroyable. Est-ce que vous la faites à la main? Ou est-ce que vous, à la main? Est-ce que vous utilisez des outils? C'est génial. Je peux repartir? Donc, je ne sais pas si vous utilisez Pricelab ou d'autres outils. Pricelab, on est un système qui a été créé en 2014. On fonctionne pour différents types d'hébergement. Donc, si vous avez des appartements en centre-ville, des appartements dans une zone plus rurale, des villas, on fonctionne également pour tout ce qui va être appart-hôtel, gîtes, vraiment tout type d'hébergement. Le système est disponible en français, il est disponible en 6 langues. Donc, si vous voulez l'utiliser en italien ou en allemand, c'est aussi possible. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous pouvez. Et on a une équipe de support qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Également, je sais que c'est une question qui revient fréquemment. Ça a l'air d'être un système un petit peu compliqué. Comment je mets ça en place? Ne vous inquiétez pas, on a aussi des gestionnaires de compte qui vous aident de la démo jusqu'à l'onboarding et après qui restent avec vous par la suite. Donc, on va venir repréciser un petit peu qui on est chez Pricelab, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quels sont les différents produits qu'on vous offre. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le revenu management. On va voir ensemble quelques indicateurs clés. Je vais donner quelques définitions puisque par la suite, quand je vais présenter des données marché, je vais utiliser du vocabulaire. Et l'intérêt de cette présentation, c'est que vous sortiez en ayant compris à peu près tout ce que je présente. Donc, c'est pour ça que je repasse un petit peu sur les bases. Il y a sans doute des mots que vous avez déjà vus, que vous aurez déjà, dont vous avez déjà la définition. Mais on va essayer de faire simple pour que tout le monde ici puisse repartir content avec plein d'informations utilisables. Une fois que j'aurai présenté ce vocabulaire spécifique au revenu management, on viendra regarder les indicateurs clés sur le marché de Perpignan. Donc, on va regarder les 12 mois passés et avoir une vision sur les 12 mois futurs pour que vous puissiez comprendre les tendances sur votre marché. Donc, dans les données sur Perpignan, je vais aussi vous montrer l'impact de la tarification dynamique par rapport à des acteurs qui utilisent une tarification plutôt fixe. Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage par rapport aux autres? Et on terminera avec comment est-ce qu'on peut commencer à mettre en place une tarification dynamique si on ne le fait pas encore ou comment est-ce qu'on peut venir affiner un petit peu ce qu'on fait par rapport à l'heure actuelle pour toujours continuer dans cette optique de croissance. Pricelab, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait de la tarification dynamique. C'est notre produit principal. C'est celui sur lequel je vais me focaliser un petit peu aujourd'hui. Si vous utilisez la tarification dynamique, vous avez également accès au portfolio analytique. Le portfolio analytique, c'est un produit qui, une fois que vous avez mis en place cette tarification dynamique, va vous permettre d'analyser l'impact que celle-ci a eu sur vos résultats. Donc, vous pouvez comparer d'une année sur l'autre comment va votre portefeuille. Est-ce qu'on voit une augmentation plus en termes d'occupation? Est-ce que c'est plus notre prix moyen? Quelle est la rentabilité, la fenêtre de réservation, c'est-à-dire combien de temps à l'avance réserve en moyenne le client? Vous aurez également la possibilité de comparer ça par rapport au marché. Parce que c'est toujours important de savoir, si j'ai une croissance de 20%, mais que le marché, lui, a une croissance de 30%, finalement, j'ai bien fait mon travail, mais j'ai encore une marge de progression. Pour tout ce qui va être produit pour aller plus loin sur les études de marché, on va retrouver le Market Dashboard. Donc là, c'est une étude de marché extrêmement complète qui va vous donner des informations sur les indicateurs clés de performance, occupation, prix moyen, nombre de logements disponibles sur le marché, la durée moyenne de séjour, toutes ces choses-là, mais également d'autres informations un petit peu plus poussées, telles que quels sont les services qui génèrent le plus de réservations sur un bien.
Par exemple, est-ce que les biens avec un jacuzzi tendent à avoir plus de réservations que les biens sans jacuzzi? Je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple un petit peu spécifique. Également, quelles sont les politiques d'annulation? Parce que c'est pas directement connecté à cette notion de tarification dynamique, mais finalement, votre politique d'annulation, ça va être un très gros filtre client, donc ça va impacter votre cible clientèle. Et ça va aussi avoir un impact sur l'état de vos ventes. Et également, vous pouvez aussi faire une analyse des frais de ménage qui sont pratiqués sur votre marché pour savoir si vos tarifs sont peut-être compétitifs par rapport aux autres acteurs. Maintenant, si vos frais de ménage sont 3 fois supérieurs à ceux du reste du marché. Donc, si vos frais de ménage ne sont pas cohérents par rapport à ceux de votre marché, le client final, lui, ce qu'il regarde, c'est ce prix total qui lui revient sur son séjour. Donc, même si le tarif à la nuitée, il est cohérent, mais qu'on rajoute des frais de ménage qui sont exorbitants, ben vous vous retrouvez finalement hors marché. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir un œil sur ce qui se fait sur votre marché. Et enfin, on a un produit qu'on a sorti plus récemment, qui est un estimateur de revenus, où vous pouvez ici indiquer, j'ai un logement à telle adresse, avec telle caractéristique, tel nombre de chambres. Nous, on va venir faire une étude de marché et on va vous présenter 3 indicateurs. Donc, vous allez avoir 3 graphiques. Un graphique qui va vous montrer les variations d'occupation selon les jours de la semaine. Les jours de la semaine, pas du tout, les mois de l'année, excusez-moi. La même chose en prix moyen. Donc, si vous débutez sur un nouveau marché sur lequel vous n'êtes pas familier, ça vous permet aussi de comprendre la saisonnalité de celui-ci. Et également, la même chose en termes de revenus. Et vous pouvez filtrer, affiner un petit peu le marché qu'on prend en compte pour voir si, si j'ai une piscine, quel est l'avantage que ça va me générer en termes de prix moyen? Parce que j'ai une très grosse différence par rapport à des hébergements qui n'ont pas de piscine. Ou si j'ai la clim sur un marché, est-ce que réellement c'est un avantage concurrentiel ou pas? Donc ça peut aussi vous permettre d'utiliser ce produit pour accompagner vos propriétaires dans est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose sur mon logement? Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur un jacuzzi ou autre? Est-ce que le retour sur investissement va être suffisant pour justifier en fait ce coût initial? Est-ce que jusqu'à présent vous avez des questions? Oui, dites-moi. Parce que moi j'avais regardé, j'ai eu un call avec un collègue du coup. Valentin, peut-être. C'est ça. Et donc moi dans tous mes concurrents, alors c'est soit ils n'ont pas de frais de ménage, soit ils sont vraiment genre la moitié des miens. Donc comment pallier sur ce genre de choses justement? Alors s'ils sont, on va devoir du coup ajuster sa tarification de façon à ce que le tarif final, donc tout inclus, puisque maintenant Airbnb montre le prix total, il montre plus cette ligne frais de ménage. Donc quand vous allez vous comparer, dans la partie données sur le quartier, vous pouvez rajouter vos frais de ménage. Vous avez la capacité de dire, voilà, ça c'est mon tarif à la nuitée, je rajoute mes 20, 30, 40 euros, je ne sais pas combien vous avez, de frais de ménage par-dessus. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir votre tarif final par rapport aux tarifs finaux de vos concurrents. Et donc, essayez en ajustant soit le prix de base ou d'autres paramètres pour vous retrouver sur quelque chose qui soit cohérent par rapport à la qualité de votre produit et également votre marché. Si on est sur un bien économique, on peut pas se mettre en concurrence directe avec des biens haut de gamme. Parce que le client va avoir une certaine attente s'il a payé un tarif à la nuitée. Si le produit ne répond pas, potentiellement ça attire un commentaire négatif et ça, c'est pas très intéressant pour nous. Donc, ces 4 produits, c'est juste pour que vous, ici, vous ayez un visuel sur à quoi ils ressemblent. Donc, comme je vous disais, ces 2 produits, ils viennent ensemble. À partir du moment où vous utilisez la tarification dynamique, on vous donne la possibilité d'accéder à cette partie portfolio analytique pour venir sortir vraiment tout plein de rapports, tout plein d'indicateurs. Ça peut être intéressant pour vous, pour approfondir cette analyse de vos propres biens, mais également à la fin de l'année, pour envoyer un petit rapport à vos propriétaires. Vous pouvez sortir un petit PDF tout joli avec votre logo et leur montrer leur progression d'une année sur l'autre et s'il y a des choses sur lesquelles on va peut-être devoir retravailler pour continuer à améliorer nos performances. Et ensuite, donc, ces 2 outils de recherche marché qui sont des outils ici à part. Vous pouvez tout à fait utiliser la partie tarification dynamique et portfolio analytique sans utiliser les études de marché. L'inverse est aussi vrai. Si dans un premier temps, avant de mettre en place la tarification dynamique, vous voulez faire des études de marché un petit peu plus poussées, vous pouvez tout à fait utiliser uniquement le market dashboard et puis par la suite décider si on veut se mettre sur la tarification dynamique et c'est ce que j'espère. Alors, qu'est-ce que le revenu management? Est-ce que quelqu'un veut essayer
de me donner une définition? Non, ça le timide. C'est pas grave, j'ai la définition. Le revenu management, c'est cette science qui va nous permettre de jouer sur plusieurs leviers pour donc maximiser nos revenus. Et le but final, c'est de vendre au bon client, au bon prix, au bon moment. Selon les typologies de biens que vous allez gérer, que ce soit des studios ou des logements de plus petite taille, ou si vous avez des villas avec une capacité beaucoup plus importante, vous êtes sans doute rendu compte que la fenêtre de réservation, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où le client fait sa réservation et où il rentre dans le bien, elle va varier. Donc, si on cible une clientèle famille groupe, il faudra qu'on soit au bon prix un petit peu plus longtemps à l'avance. Si on est sur une clientèle plus business, affaires, selon la zone sur laquelle vous êtes situé, on aura des réservations qui tombent plus en dernière minute. Donc, c'est adapter son tarif de façon à ce que chaque cible de clientèle, elle réserve au prix qui est le plus rentable pour vous. On a 2 piliers sur lesquels on peut jouer. Donc, comme ça s'appelle tarification dynamique, vous avez bien compris qu'on va pouvoir jouer sur les tarifs, mais il y a un deuxième pilier qui est souvent un petit peu oublié ou négligé, qui sont les durées minimum de séjour. Donc, les tarifs, on va les ajuster en fonction de la saisonnalité, de ces fluctuations de demande et de l'évolution de l'occupation, du rythme de vente d'une année sur l'autre. Les durées minimum de séjour, vous pouvez aussi les faire varier. Pas uniquement pour remplir les trous dans vos calendriers, mais pour dire, si je suis longtemps à l'avance, je peux essayer d'aller chercher des réservations peut-être un petit peu plus longues. Et plus je me rapproche de la dernière minute, plus je peux venir flexibiliser les durées minimum de séjour pour essayer finalement de booster cette occupation, puisqu'on sait que la demande de dernière minute, elle est un petit peu plus volatile et qu'en règle générale, quelqu'un qui réserve 3 jours à l'avance, il vous réserve pas un séjour de 3 semaines, en règle générale. Il y a bien sûr des exceptions. Donc, en jouant sur ces 2 piliers principaux, ce qu'on va pouvoir attendre, c'est d'une première part, venir augmenter notre taux d'occupation. Pourquoi? Parce qu'en venant ajuster nos tarifs au bon moment, ça peut nous permettre, sur des périodes notamment de basse saison, où on a une demande qui est plus faible et plus de concurrence, de s'assurer que le client il vienne chez nous et pas chez notre voisin. C'est un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de parts de marché qui ne fait pas varier ses tarifs. Et en faisant varier vos tarifs, vous vous assurez en haute saison de venir vendre plus cher, là où on sait qu'on a ce taux d'occupation garanti, et en basse saison, justement de vous ajuster au bon moment pour pouvoir capter cette demande peut-être plus dernière minute et plus volatile. Ça vous permet de prendre aussi de meilleures décisions. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter des biens de telle typologie dans notre portefeuille sur ce marché-là? Est-ce que c'est des biens qui vont mieux par rapport à l'année dernière ou peut-être un petit peu moins bien, et donc de prendre des décisions qui seront plus éclairées? Et le but ultime, c'est encore une fois de venir augmenter vos revenus, votre rentabilité. Et si vous le faites avec une solution automatisée, le but c'est aussi de vous décharger de cette charge de travail, puisque la tarification, c'est un métier à part entière, et donc nous on est là pour vous aider. Là, je vais présenter 3 indicateurs. Je vais aller un peu rapidement sur cette slide parce qu'elle est un peu complexe. On va parler ici d'occupation. L'occupation, pour la calculer, on prend le nombre de nuitées réservées sur le nombre de nuitées disponibles. Si j'ai un mois où on a 30 jours, donc septembre, si j'avais vendu 15 nuitées, j'avais donc 50% de taux d'occupation. Jusqu'ici, facile. ADR, Average Daily Rate, vous allez le voir apparaître sur d'autres slides, ça correspond au prix moyen. Donc là, on regarde le total de la réservation payée par le client, ici je parle total à la nuitée, et on va diviser ça par le nombre de nuitées pendant lesquelles est resté le voyageur. Donc si on a un séjour de 10 nuits à 1 000 €, le prix moyen est donc de 100 € par nuitée, même s'il y a une nuitée où il a payé 150 € et une autre où il a payé 50 €. Et ensuite, le 3e indicateur, c'est l'indicateur de RevPAR. Est-ce que vous êtes familier avec cet indicateur-là? Est-ce que Non? C'est l'indicateur le plus important. Pourquoi? Parce que si votre portefeuille varie d'une année sur l'autre, si j'avais 10 logements l'année dernière, j'en ai 20 cette année, en toute logique, mes revenus vont augmenter. Mais il va falloir regarder en utilisant cet indicateur de RevPAR, est-ce qu'ils augmentent de façon cohérente par rapport au nombre de logements que j'ai dans mon portefeuille. Le RevPAR, c'est votre rentabilité par nuitée disponible. Donc encore une fois, si on regarde sur un mois, j'ai généré 1 000 € de revenus
et j'ai 10 jours disponibles, parce qu'on va rester sur du calcul facile, je suis un peu fatiguée, votre REVPAR, encore une fois, il va être de 100 € par nuitée. Mais si vous avez 30 nuits disponibles et vous avez toujours généré 1000 €, ben ça se dilue sur ces 30 nuits disponibles. Donc finalement, votre revenu par nuitée disponible, il est plus faible. Le REVPAR, c'est un indicateur qui mélange le taux d'occupation et le prix moyen. Si vous analysez qu'un seul des deux indicateurs, si vous regardez juste votre taux d'occupation ou juste votre prix moyen, vous n'avez pas la vision assez globale pour venir comprendre ben finalement si vos logements vont bien ou pas assez bien. Et il se calcule en multipliant taux d'occupation par prix moyen. J'espère que vous êtes toujours réveillés. Parfait. Donc maintenant, on va voir un petit peu à quoi ressemble le marché de Perpignan et l'évolution de celui-ci. Je vais commencer par l'évolution de l'offre. Donc ici, ce qu'on va constater et ce qu'on constate sur le marché de la France et même de l'Europe en règle générale, c'est que sur les mois d'été, donc là on le voit en 2022, l'été 2023 est par ici, 2024, etc. On a une augmentation de l'offre sur ces mois d'été. Donc ça, c'est relativement cohérent par rapport au reste du marché. Mais entre 2024 et 2025, on a quand même une croissance de 7% de l'offre sur le marché de Perpignan. Donc on rentre sur un marché de plus en plus concurrentiel. Donc va falloir aussi prendre ça en compte quand vous prenez vos décisions en termes de tarification ou autre. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de la demande? Donc là, on vient de parler de l'offre. La demande, pour le coup, elle a augmenté également d'une année sur l'autre, mais on a vu une croissance de l'offre de plus 7% et une croissance de la demande de plus 4%. Ça veut dire qu'on est sur un marché qui est quand même plus concurrentiel que ce que vous aviez sur les années précédentes. Donc, il va falloir se démarquer. Il va falloir travailler au mieux notre tarification pour pouvoir continuer à gagner des parts de marché et pas avoir une baisse ou une dilution de notre occupation puisqu'on a plus d'offres sur ce marché-là. En termes de taux d'occupation, donc effectivement, on a cette croissance au niveau de l'offre et de la demande, mais on a quand même une hausse d'une année sur l'autre de votre taux d'occupation, en tout cas du taux d'occupation sur le marché. Donc même si on a plus d'offres sur le marché, on arrive avec cette légère augmentation de demande à rester sur une croissance qui est positive. En termes de prix moyen, donc là on a une légère baisse. C'est aussi entre guillemets normal sur des marchés plus concurrentiels et on va voir par la suite qu'on est sur un marché qui est dominé principalement par des hôtes individuels. Donc s'il y a des gens qui rentrent sur le marché et qui font une guerre des prix, forcément on n'est pas obligé de la suivre exactement, mais ça va nous impacter. Donc c'est là qu'on a cette possibilité de se démarquer des autres en venant vendre au bon prix, au bon client et au bon moment. En termes de rentabilité, on est resté sur quelque chose d'assez stable avec une légère diminution donc de notre REVPAR, cette rentabilité par nuitée disponible, de 1% entre ce qu'on avait vu sur les 12 mois de 2023-2024 face aux 12 derniers mois, donc 2024-2025. On va de septembre à septembre. Et là, les données que je vous présente, on observe les studios jusqu'aux 5 chambres. Donc, si vous voulez des données, par exemple, de 7-8 chambres, on peut les sortir avec le Market Dashboard si jamais ça vous intéresse. Au niveau de l'occupation future. Oui. Pardon. Bien sûr. Parce que là je suis désolée. Pas de problème. Diminution, mais pourtant on est bien au-dessus. 6600. Oui, mais on a quelques mois sur lesquels, en fait, ça oscille entre au-dessus et en dessous. C'est sur l'année, c'est ça? Oui, là, c'est sur 12 mois. Et avant, si je regarde... Mais en fait, ici, c'est le REVPAR, ça prend en compte à la fois l'occupation et le prix moyen. Donc, on a une hausse d'occupation, mais une baisse de prix moyen. Donc, plus, moins. Et on reste quand même sur une légère baisse au niveau de la rentabilité par nuitée. Je ne sais pas si c'était plus clair. Plus ou moins. Ouais. Et pour moi, c'est une moyenne sur l'année. De toute façon, après, je reviens un petit peu sur ces chiffres-là. S'il y a des choses qui sont un peu opaques, dites-le moi. Dites-moi. Une petite question, on est sur le marché de la location saisonnière ou on inclut les hôtels et les... Location saisonnière uniquement, du studio aux 5 chambres ici. J'en étais ici. Oui, où on regarde les tendances futures. Donc là, on a 3 courbes sur le graphique.
La courbe rouge, c'est les données de cette année à l'heure actuelle, c'est pas une prévision. La courbe grise, ici, qui vous montre 2024-2025 STLY, ça veut dire Same Time Last Year. C'est à la même période l'année dernière, mais je trouvais que mettre juste les initiales en français, c'était encore moins parlant. Donc c'est pour ça que j'ai laissé l'anglais et je l'explique volontairement à l'oral. Donc ce qu'on peut voir, c'est que en septembre, on va oublier parce que j'ai sorti les données en septembre, mais on est déjà en octobre. Donc sur octobre et le reste, pour l'instant, on est sur des taux d'occupation assez résiduels. Donc, les données que je vais vous présenter en termes de prix moyen, elles sont à prendre avec des pincettes. Quand on a moins de 10 ou de 15% de taux d'occupation sur le marché, on peut avoir des oscillations très importantes de prix moyen, tout simplement parce que si on a que des clients qui ont réservé des villas cette année, à l'heure actuelle, pour le futur, et que l'année dernière, on avait plus de réservations sur, des appartements de 2 chambres, par exemple, on a un gros bond qui peut se créer en termes de prix moyen. On est légèrement en retard par rapport à la même période l'année dernière, ce qui fait que la prévision à l'heure actuelle, mais encore une fois, les marchés sont très changeants, j'ai pas une boule de cristal, mais nous, en fonction des indicateurs qu'on observe actuellement, on constaterait une baisse d'occupation de 3%. Comme on est, encore une fois, sur ce marché de plus en plus concurrentiel, ce qui va être important, c'est de se démarquer pour pas faire partie de ceux qui auront une baisse sur leur occupation de 3%. Par contre, en termes de prix moyen, et encore une fois, les données ici à prendre avec des pincettes, puisque vous avez vu qu'à partir de même novembre, on est sur des taux d'occupation très résiduels, puisqu'on a une fenêtre de réservation qui est assez courte, beaucoup de réservations de dernière minute sur le marché. Mais pour l'instant, les indicateurs de prix sont plutôt positifs et on prévoit donc une augmentation de plus 3%. Et la même chose que tout à l'heure, quand on a un indicateur négatif et un indicateur positif. Ici, vu les tendances, on s'attend à avoir des résultats relativement stables ou une légère baisse qui sera plutôt due à cette baisse en termes d'occupation sur le marché. Est-ce que c'était plus clair? J'espère. Super. Comment se distribue le marché sur Perpignan? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier. On a énormément d'hôtes individuels. Ça représente 60% du parc, qui sont des hôtes qui gèrent une annonce. Ensuite, sur les hôtes qui gèrent un volume un petit peu plus important, on est à peu près à 40%. On est à 40% du marché, qui se répartit entre les hôtes qui gèrent entre 2 et 10 annonces et ceux qui en gèrent entre 11 et 50. En termes de tarification dynamique, j'ai encore des petits slides avec des chiffres, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont quand même plus faciles à lire et plus agréables. Donc, ce qu'on peut constater sur le marché de Perpignan, c'est qu'on a la moitié du marché qui charge ses prix fixes sur toute l'année. Je mets 50 € et je mets 50 € pour toutes les dates. Je prends pas en compte les événements, les vacances scolaires. Donc, je passe potentiellement à côté de beaucoup de réservations. Ou sur la haute saison, je passe à côté de la possibilité d'optimiser mon prix moyen et donc mon revenu. Et sur la basse saison, potentiellement de pas capter cette demande puisque j'ai un tarif qui sera peut-être trop élevé par rapport à ce que font les autres sur mon marché. On a 31% des acteurs qui font fluctuer un petit peu leurs tarifs, par exemple pour les événements, les jours fériés, les vacances scolaires. Mais on est flat, on a, si vous voulez, par exemple 2-3 niveaux de prix qu'on charge une fois dans l'année et qu'on vient plus retoucher. Et après, on a 21% du marché qui fait de la tarification dynamique. Donc, des gens qui viennent optimiser en fonction de ces évolutions aussi de la demande qu'on va constater. Est-ce qu'on a plus de réservations, une fenêtre de réservation qui varie d'une année sur l'autre et en fonction de tous ces critères-là, on va faire bouger nos tarifs. Soit une fois par semaine, soit chaque 24 heures si vous utilisez un outil. Et en termes de résultats, quel est l'impact? En termes de résultats, le taux d'occupation des gestionnaires faisant de la tarification dynamique, bien sûr, ils sont plus élevés. Puisque vous arrivez sur ces périodes sur lesquelles on va avoir une concurrence accrue. Donc là, je pense notamment à la basse saison. On arrive à maximiser ce taux d'occupation. Et sur la haute saison, là où on sait que tout le monde va remplir, on va venir maximiser plus notre prix moyen. Donc, en termes d'occupation, ça représente 16 à 18% en plus par rapport aux acteurs qui font de la tarification fixe, soit les 50% du marché, donc c'est pas négligeable.
Et en termes de prix moyen, on est entre plus 3 et plus 11% selon les niveaux de tarification dynamique que vous pratiquez. Ce qui nous donne donc une augmentation de notre rentabilité par nuitée assez importante, donc de plus 41 à plus 58% selon les mois de l'année. Donc on est sur quelque chose, encore une fois, qui n'est pas négligeable et je vous recommande de ne pas passer à côté, de plutôt être dans la partie du marché qui va bien. Donc là, c'est un petit résumé de tout ce que je viens de dire, mais peut-être sous un format plus digeste, si vous n'aimez pas trop les graphiques. Ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc on a cette augmentation du nombre de nuitées réservées de plus 4%. Maintenant, on a eu cette augmentation de l'offre de plus 7%. Donc, on reste sur un marché en croissance, mais c'est en croissance à la fois au niveau de l'offre et de la demande. Donc, il faut s'adapter et réagir le plus vite possible quand on voit ces fluctuations, ces ralentissements ou ces accélérations de rythme de vente sur le marché. À la fois sur la haute saison, mais également sur la basse saison. Donc, pourquoi? Mais je crois que je prêche à une paroisse de convaincus puisque pratiquement tout le monde fait de la tarification dynamique ici. Quels vont être les avantages? Bon, déjà, c'est de venir optimiser son revenu en passant soit par une augmentation d'occupation sur les périodes de plus forte concurrence, soit cette augmentation de prix sur ces périodes sur lesquelles on sait qu'on a cette demande et donc de venir essayer, si possible, de vendre un petit peu plus cher que les autres ou que les années précédentes. Donc, augmentation de revenus, augmentation d'occupation, concurrence de plus en plus accrue. Je crois que je l'ai répété une bonne dizaine de fois, donc je pense que vous avez compris. Et aussi un gain de temps. Pourquoi? Parce que gérer ses prix, ça prend quand même beaucoup de temps. C'est un métier à part entière. J'étais revenu manager avant, donc je faisais cette gestion tarifaire à la main. J'avais pas encore entendu parler de Price Labs à l'époque, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc, c'est aussi un risque d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on peut soit se dire, il y a un match ou tel type d'événement, ça va impacter. Je vais mettre plus 30% sur mes tarifs. Mais est-ce que réellement, ça va impacter de plus 30% tout type d'hébergement et la totalité du marché? Pas forcément. Donc, cette analyse de données, si on veut venir regarder tout ce qui se passe sur le marché, ça prend énormément de temps. Le système, ils ont une capacité de cerveau plus puissante qu'un cerveau humain. Donc, eux, ils peuvent emmagasiner plus d'informations et vous la retranscrire de façon beaucoup plus rapide et facile ensuite à implémenter. Chez Price Labs, je vais vous expliquer comment nous, on fait ce travail de tarification dynamique. Donc, on va venir bien sûr récupérer dans un premier temps des données. On les invente pas. Donc, on vient se baser sur Airbnb, VRBO qui s'appelle Abritel en France. On a également des données qui viennent de Booking.com et sur certains marchés, on consolide nos données avec Kidata. Et on a ensuite tout ce qui est événements, vacances scolaires, jours fériés. On est plugué à des bases de données. Et après, on a une équipe de revenu manager aussi qui contrôle l'impact qu'ont ces différents événements. Ensuite, ces données-là, on ne peut pas les utiliser telles quelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui dupliquent, tripliquent leur annonce. On en a parlé ce matin. Et donc, ça pollue un petit peu les données qu'on a récupérées. Donc nous, on vient les retraiter, les renettoyer. On a la possibilité de différencier ce qui va être un bloc d'une réservation, parce que si vous êtes présent sur plusieurs canaux, si vous avez une réservation qui tombe sur Booking, ça va bloquer votre calendrier Airbnb. Donc nous, on a la capacité de différencier est-ce que c'est une vraie réservation qui est tombée sur un autre canal ou est-ce que c'est un bloc en utilisant, on a des formules mathématiques qui, je pense, ne sont pas très intéressantes à expliquer, mais sachez qu'on fait ce nettoyage des données. Pareil, des annonces fantômes. Il y a beaucoup de gens qui créent des annonces, qui les laissent. Elles sont là, elles sont jamais vendues, mais réellement, au lieu de bloquer des dates de leur calendrier, certains préfèrent mettre des tarifs très très hauts. Ce n'est pas la bonne solution. Je vous la recommande pas. Si vous le faites, ça a le même impact négatif que si vous fermiez vos calendriers. Une fois qu'on a toutes ces données-là, le système il va commencer à travailler. Le système, pour chaque logement, il va créer un marché extra-local. Donc, si j'ai une annonce de 5 chambres en centre-ville, on va venir regarder autour de cette adresse 350 logements avec une taille similaire et on va observer ce qui se passe pour ces typologies-là. Si vous avez un studio sur une autre partie de la ville, c'est pareil. On va baser le marché extra-local sur des logements d'une taille similaire et qui seront à proximité du vôtre.
Et là-dessus, donc on va commencer à travailler en fonction de la saisonnalité, de la demande qu'on va observer sur votre marché. Vous pouvez aller plus loin si vous avez une stratégie spécifique. Par exemple, sur une partie de votre parc, vous êtes propriétaire, vous avez des crédits à rembourser, vous avez besoin de booster à fond le taux d'occupation. Donc, on va souhaiter être plus agressif sur nos ajustements en fonction du taux d'occupation. Sur une autre partie du parc, j'ai des villas plutôt haut de gamme. Et là, j'en vends complètement parce que je n'ai pas de villa très haut de gamme, moi. Et vous avez besoin d'être moins agressif. Et là, ce qu'on va souhaiter, c'est plutôt maximiser notre prix moyen. Donc ça, on peut l'indiquer dans le système. Vous pouvez vraiment aller contrôler et moduler les paramètres qui sont appliqués par le système selon votre stratégie et vos besoins. L'étape suivante, c'est la synchronisation. Donc à partir du moment où vous avez mis vos logements dans PriceLab, vous avez fait vos petits paramètres, on pourra activer cette synchronisation et donc chaque 24 heures, on envoie vos tarifs vers donc soit les plateformes de réservation si vous n'avez pas de PMS. Si vous avez un PMS, on se connecte à celui-ci et ensuite c'est le PMS qui renvoie les tarifs vers les différents canaux de vente. Et après l'étape 6, c'est l'utilisation du portfolio analytique pour voir l'impact qu'a eu la tarification dynamique sur mes performances. Chez PriceLabs, vous avez quelques petites choses à indiquer et après le système il travaille relativement tout seul. On va indiquer un prix de base, c'est le point de départ de notre tarification. Ça correspond à vos tarifs lissés sur l'année, hors saisonnalité. On prend tous les prix, on en fait une moyenne et on part de là. Ensuite, en fonction des différents facteurs qui sont indiqués ici, le système va travailler. Donc, on a différents facteurs marché qui rentrent ici en compte. Donc, la saisonnalité, la demande de votre quartier. Les jours de la semaine, c'est rentré dans la saisonnalité puisqu'il y a des périodes de l'année sur lesquelles vous aurez une demande plus lisse sur les différents jours de la semaine parce que des séjours plus longs et d'autres périodes de l'année où ce sera peut-être juste les week-ends ou les milieux de semaine en fonction du type de clientèle que vous avez dans vos logements. En plus de tous ces facteurs marché, on prend en compte le taux d'occupation de votre logement. Si vous avez deux biens à la même adresse, un qui se remplit très bien, un qui se remplit mal, vous aurez une tarification qui sera ajustée en fonction de ça pour chacun d'entre eux. Et après, la possibilité de mettre en place d'autres personnalisations. On en a un certain nombre qui sont appliquées par défaut pour que quand vous commencez avec PriceLab, ce soit le plus rapide possible. Et après, petit à petit, vous pouvez venir affiner les personnalisations qui sont appliquées. Je fais une petite aparté, c'est pas marqué ici, sur les durées minimum de séjour. Donc, précédemment, vous pouviez définir des durées minimum de séjour différentes selon la période de l'année. Vous pouvez toujours. Mais vous pouvez maintenant laisser le système calculer les durées minimum de séjour à appliquer en fonction du marché. Et ça, c'est révisé de façon régulière. Et si on voit que vous avez des performances inférieures à celles du marché, on pourra ajuster un petit peu les durées minimum de séjour qui sont appliquées. Vous pouvez indiquer, tout comme partout, le seuil minimum en dessous duquel vous souhaitez pas descendre. Je prends les questions à la fin parce que je suis un peu en retard. Comment est-ce qu'on peut démarrer ? On peut aussi passer sur la suivante. Il va falloir commencer par analyser notre marché pour comprendre celui-ci et venir détecter est-ce qu'on a des tendances spécifiques sur la saisonnalité, sur la demande, est-ce qu'on a certains types d'événements qui nous impactent à la hausse, à la baisse et réagir en fonction de ça. Si vous pouvez, c'est ce que je vous recommande, utiliser des outils qui font ça pour vous, c'est un plus. Et ensuite, il faut pas oublier cette étape numéro 6, donc cette analyse de vos performances pour voir si ce qu'on a mis en place, notre stratégie, celle qu'on a indiquée au système, fonctionne ou est-ce qu'on peut venir aller un petit peu plus loin pour continuer à améliorer nos performances. Ça répète un petit peu ce que j'ai déjà dit un certain nombre de fois, donc on va pouvoir passer. Si jamais vous n'êtes pas encore client PriceLab et vous souhaitez nous tester, je vous recommande de flasher ce QR code où on vous donne 15% de réduction sur les 3 premières factures après la période d'essai de 30 jours. Et vous pouvez bien sûr faire la mise en place du système avec quelqu'un de notre équipe. Donc, on a Valentin, dont on nous parlait tout à l'heure, on a moi et on a d'autres personnes. Et maintenant, la slide suivante, c'est est-ce que vous avez des questions? Alors, oui? Nous, on a la problématique, c'est qu'on a des logements sur lesquels on a très peu de concurrence en fait dans le secteur. Et du coup, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'hyperlocal. Moi, de mon côté, des fois, la première concurrence que je vais trouver, elle va être à des centaines de kilomètres. On peut agrandir ce qu'on considère hyper local. Quand tu dis on peut,
c'est fait automatiquement par PriceLabs ou je l'ajuste quand même de mon côté? Alors, le système va le faire de toute façon, de façon automatique pour aller chercher un certain nombre de logements. Si on voit qu'on en a que 2 à proximité, on peut pas se baser que sur 2 logements pour faire ce travail-là. Donc, automatiquement, ça va agrandir le cercle. Mais maintenant, si demain tu me dis, mais moi, je veux l'agrandir encore plus, ça, je peux le faire. D'accord, ok. On a des petits ajustements qui sont pas disponibles de votre côté, mais que nous, on peut venir mettre en place. Oui, mais par exemple, les logements qu'on prend dans les données sur le quartier, ça, on peut moduler le rayon. Parce que, par exemple, j'ai des clients sur le Cap d'Agde. Si on est sur la partie naturiste ou pas, la demande, elle a rien à voir. Donc, on peut venir moduler et dire, moi, je veux que la demande de la partie naturiste. Ou je veux exclure la partie naturiste de ce que je prends en compte. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. Si je suis d'un côté ou de l'autre d'une rue, on n'a pas tout à fait le même type de client. Donc, on peut affiner. On peut comparer qu'un nombre de chambres. On ne peut pas se comparer à des gammes. Non, mais si, d'une certaine façon, puisque le premier graphique dans les données sur le quartier, donc nous, on prend des percentiles, mais si vous voulez, on a en gris la gamme économique du marché, en rose foncé, on est sur le milieu de gamme, grosso modo, au résumé, hein. Et en rose pâle, on est sur la tranche haute, donc haut de gamme. Donc, de cette façon-là, on peut se comparer. Mais après, la raison pour laquelle on met pas de gamme, c'est parce que le système, lui, il est incapable de dire ce logement, il est haut de gamme ou ce logement, il est économique. On le fait par rapport aux tarifs. Parce qu'il y a des gens qui ont des logements haut de gamme qui les mettent à des prix hyper bas. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Donc, on se base plus sur ces choses-là qui sont tangibles. Et après, cette notion de haut de gamme, elle varie aussi. Le haut de gamme à Saint-Tropez et le haut de gamme à Perpignan et le haut de gamme à Barcelone, ça voudra dire des choses différentes. Marie, ça y est. Bon, si vous avez d'autres questions, venez me voir après.